votre corps remonte, remonte, dans une détente totale. Vous fermez les yeux, fermez les yeux. La croyance populaire dit que l'on n'utilise que 10% du potentiel de notre cerveau. Même si cela est faux, il reste que le pouvoir de notre esprit est parfois surprenant et troublant. Vous dormez, vous n'avez plus conscience de rien. Seulement ma voix, seulement ce que je veux, seulement ce que je... Quand j'ai poussé mon dernier souffle, j'ai vraiment comme quitté mon corps et je me suis élevée au plafond de la salle d'opération. Et là, j'ai vu tout le monde. Quand j'ai ressenti le vide, j'étais plus capable de penser. J'étais plus capable de réfléchir ou de quoi que ce soit. C'était juste... C'est comme si c'était un voile blanc. L'histoire que nous vous présentons est celle d'Isabelle et de Maude Bouchard. Deux femmes liées l'une à l'autre d'une étonnante façon. Depuis près de 40 ans, les jumelles Isabelle et Maude Bouchard vivent une étonnante symbiose qui leur permet d'établir une communication télépathique. Un phénomène étrange et encore inexpliqué. Oui, on a un langage télépathique. C'est juste en se regardant, le regard ou des fois, là, juste un petit signe de la tête, on comprend très bien ce que l'autre vit. Mais là, on s'est juste acheté des mots. C'est quoi d'autre? On est toujours là, une pour l'autre. Alors, télépathie, ça peut être mental également. Alors, ça peut être en rêve ou quoi que ce soit. Mais physique est imprégné à l'intérieur de moi, ça, c'est certain. Télépathie est un mot formé des racines grecques télé et pathos, qui signifie loin et ressentir. Bien que le rêve de communiquer par la pensée ne date pas d'hier, la recherche neurologique sur la télépathie n'en est qu'à ses balbutiements. Bon, il y a énormément de choses qu'on ne réussit pas à expliquer, qu'on comprend mal. Il y a même bien des phénomènes, sans doute, qu'on n'a pas encore découverts. Et pour ce qui nous concerne, le phénomène le plus intéressant, c'est celui de la conscience. Comment des individus peuvent être conscients? C'est un mystère complet pour les scientifiques. Les philosophes en discutent beaucoup, mais les scientifiques n'ont aucune explication pour ça. Les histoires de jumeaux qui s'habillent de la même façon, sans s'être concertés, qui pensent à la même chose en même temps, qui ressentent les mêmes émotions, sont nombreuses. Ces coïncidences, comme on les appelle, soulèvent de nombreuses questions. Les couples de jumeaux vivent plus souvent la télépathie qu'on peut le croire, même qu'eux peuvent le croire. Parce que souvent, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont tellement habitués dans leur quotidien de vivre ces moments-là qu'ils s'en rendent même plus compte. Stéphane Terrien est mentaliste. Il est passé maître dans l'art de reproduire certains phénomènes paranormaux inexpliqués. Par contre, c'est pas tous les couples de jumeaux qui vont vivre la télépathie non plus. Il y a quelques exceptions. Il y en a que c'est plus fort chez certains que chez d'autres. Mais c'est quand même dans ceux où on a constaté qu'il y avait des moments télépathiques, ça va au-delà des statistiques. Isabelle et Maude Bouchard partagent, dès leur plus tendre enfance, une fusion identitaire assez particulière. Lorsque l'une se fait chicaner, l'autre réagit aussitôt. Lorsque l'une est malade, l'autre développe les mêmes symptômes. Au moment où il y en avait une qui se blessait, alors ça pouvait être quelque chose de très... une petite coupure, rien de sérieux. Mais sa sœur pleurait autant que celle qui s'était coupée, mais il y en avait juste une qui s'était blessée. Mais l'autre, ça lui faisait... On avait l'impression que ça lui faisait aussi mal. Les blessures, c'est certain qu'à un moment donné, on s'astinait, on disait, ben non, c'est moi, non, c'est moi, et tout ça. Non, c'est l'autre. On appelait ma mère. On lui demandait
qui s'est blessé, tout ça. Puis c'est là qu'à un moment donné, elle m'a commencé à nous parler en disant « Écoute, quand tu te faisais mal, je devais mettre également un plaster sur le genou de ta sœur, même si elle avait rien, parce qu'elle elle était tellement en pleurs, elle avait aussi mal que toi. » On était toujours ensemble, puis c'est en regardant les photos que je réalise que sur toutes les photos, on se tient la main, ou je la touche. Je me rappelle, au primaire, ma mère, elle nous mettait dans des classes séparées parce qu'elle voulait qu'on ait nos propres identités. Mais j'ai pleuré, je te dirais, jusqu'en 5e année. Puis ma sœur devait sortir de sa classe et venir me consoler parce qu'elle n'était pas avec moi. C'est quelque chose qu'on a de la difficulté à comprendre parce que mes filles, à un moment donné, au niveau de ce qu'ils vivent, ils m'ont dit « Maman, tu pourras jamais comprendre ce que moi et ma sœur vivons parce que ça s'explique pas. » Le lien qui unit Maude et Isabelle s'intensifie lors d'événements importants tels que la maternité. Quand une des deux accouche, l'autre accouche. À l'intérieur, là, c'est... Je sais pas comment dire, c'est une émotion, là. Je ressens sûrement l'émotion d'Isabelle, là. Lorsque Maude elle a accouché, lors de son premier accouchement, j'étais à l'UQAM durant ce temps-là, et l'accouchement de Maude a été difficile. Puis j'ai eu une sensation, j'étais pas consciente non plus. Ah, j'ai une sensation, c'est peut-être Maude. C'est là que j'ai allumé, puis j'ai réalisé comment est-ce que ce qu'elle vivait, je pouvais le vivre. À un moment donné, c'est naturel, on se pose pas de questions. Je pense qu'elle pense, c'est naturel. Mais là, un événement qui est aussi fort, c'est là qu'il y a eu un grand déclic, une grande réalisation par rapport à ça. Et puis le 9 février, ce fut au tour d'Isabelle Bouchard de porter son premier enfant. La grossesse se déroule normalement, mais l'accouchement se passe très mal et prend même une tournure tragique. Ça semblait bien s'annoncer. Un premier bébé, un travail qui est long, mais qui est normal. Et je suis rentrée à l'hôpital parce que j'étais vraiment due. Et ils m'ont provoquée. Ils m'ont mis sur un genre de sérum là, qui provoquait les contractions et tout ça. Moi, j'étais à Gatineau, j'étais peut-être à 2 heures de route. J'étais très, très, très nerveuse, je sais pas. Je me disais, il va se passer quelque chose. C'était plus une très grande nervosité, un très grand stress. Ce mauvais pressentiment est d'une telle intensité que Maude Bouchard part sur le champ rejoindre sa sœur Isabelle à l'hôpital. C'est certain que mon conjoint, c'était important qu'il soit là, mais il y a Maude aussi qui était très, très importante parce que nous, on n'a pas besoin de se parler pour comprendre ce que j'ai besoin. À l'hôpital, Isabelle Bouchard vit des heures difficiles. Le corps de la jeune femme est traversé par d'atroces douleurs. J'ai demandé l'épidurale. Là, j'étais rendue à la limite, parce qu'à un moment donné, il y a une limite, on peut plus... Alors, j'ai dit, je suis à la limite de mes contractions, puis les douleurs. Je vais demander l'épidurale. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais très, très, très nerveuse et je savais que ça irait pas. À son arrivée à l'hôpital, Maude Bouchard ressent elle aussi de vives douleurs au ventre. Au même moment, sa sœur Isabelle est transportée d'urgence en salle d'opération afin d'y subir une césarienne. Quand Isabelle est rentrée dans la salle d'opération, là, j'ai commencé à avoir un stress, mais j'ai aussi commencé à avoir, c'est ça, la nausée, des étourdissements, d'un très gros malaise. Maude Bouchard est inquiète. Elle est persuadée que tout ne se déroule pas comme prévu en salle d'opération. Ce qui est arrivé, c'est que quand ils m'ont transféré du lit de ma chambre à la table d'opération, le jeune homme, en me transférant, a arraché ce petit tube dans mon dos. Ce qui fait que je n'avais plus d'épidural. Alors, il ne pouvait plus m'opérer. Sur la table d'opération, Isabelle Bouchard vit des moments difficiles.
Alors moi, j'ai demandé, je savais que j'avais les droits de demander d'être endormie. Je me suis dit, je vais pas revivre ce stress-là. Alors quand j'ai demandé d'être endormie, l'anesthésiste, elle m'a dit, non, 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 je te repique pour le bien de toi et de ton bébé. C'est mieux comme ça, puis c'est comme ça. Mais en tout cas, est-ce que c'était le feeling que je savais que ça tournerait mal? Je sais pas. Mais elle m'a assis, j'étais en contraction, elle m'a ouvert les jambes, elle m'a complètement couché par en avant. J'étais vraiment en stress, je me sentais pas bien. Alors là, elle m'a piqué. Là, elle m'a dit, ça n'a pas fonctionné, je te refais une autre fois. Elle m'a piqué, ça n'a pas fonctionné. Puis là, elle me criait en même temps après, parce que là, j'étais tellement nerveuse, puis je sais pas si la médication ou quoi qu'elle me rendait comme ça. Alors là, tout faisait en sorte que j'allais de moins en moins bien. Alors, elle m'a piqué environ 4 fois, dans le dos. Merci, mon Dieu, ça a fonctionné. Et ils m'ont couché. Moi, je savais que ça irait pas. J'avais un stress. À un moment donné, là, il devait venir chercher Yannick, puis il venait pas chercher Yannick. Donc là, j'ai fait comme... Non, ça va pas. C'est pour ça que j'ai dit à Yannick, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal, va t'informer. Puis je faisais les 100 pas, puis j'avais mal au cœur, là. Quand ils m'ont recouché, ça a fait l'effet inverse. C'est pas le bas de mon corps qui gelait, c'était le haut. Alors, ils étaient en train d'attacher mes bras et tout ça. Et là, je leur disais, non, 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 je me sens pas bien, mes bras sont en train de geler, mes doigts. Puis là, je leur expliquais que je respirais de moins en moins bien. Alors, mes organes, ils commençaient comme à geler. J'allais vraiment mal. Ils m'ont quand même attachée. Et l'anesthésiste m'a serré la tête fort. Puis elle me dit, là, calme-toi. T'es en train de paniquer, calme-toi. Mais j'étais pas en train de paniquer, j'étais pas capable de respirer. Et j'étais complètement gelée, ici, les doigts et les mains, tout ça. Alors, ils ont commencé à me mettre un masque, mais c'est comme... Elle pensait que j'hyperventilais, quelque chose comme ça. Elle pensait que... Alors, ils me mettaient un masque et moi, j'essayais d'une main pas attachée de l'enlever. Je cherchais mon air. Tandis qu'Isabelle Bouchard traverse des moments extrêmement difficiles, sa sœur Maude ressent douloureusement le drame qui se vit à la salle d'opération. C'est comme si j'ai eu un appel d'Isabelle dans ma tête. Help, ou à l'aide ou quoi, ça va pas. Puis c'est là que je dis à Yannick, informe-toi, vas-y, c'est pas normal. C'est comme si je voulais que quelqu'un sauve Isabelle ou... moi, ça aurait été juste de moi, j'aurais traversé les portes. Les propos rassurants de l'équipe médicale ne parviennent pas à calmer les craintes grandissantes de Maude. Quand la dame est venue me dire « Tout va bien », non, tout ne va pas bien. Ils m'ont vraiment attachée, ils me tenaient toutes. Et... j'ai réalisé qu'ils ne m'écoutaient pas. Alors, j'ai comme... C'est fini. Alors, j'ai vraiment poussé mon dernier souffle. Et je suis partie. Isabelle tombe en arrêt cardio-respiratoire. Au même moment, Maude s'évanouit. L'événement devait être heureux. Isabelle Bouchard, enceinte de son premier enfant, voit son accouchement prendre une tournure dramatique. Elle n'arrive plus à respirer et se sent emportée par la mort. Quand j'ai poussé mon dernier souffle, je me suis comme élevée. Je me suis élevée et j'étais rendue au plafond de la salle d'opération. C'était tout à fait naturel, on dirait.
On dirait que j'étais prête à ça. J'ai dit, OK, c'est ça, c'est fini. C'est fini. J'ai vraiment comme quitté mon corps. J'étais légère et je me suis élevée au plafond de la salle d'opération. Et là, j'ai vu tout le monde. J'ai vu tout le monde. C'est drôle parce que, oui, j'étais là, mais j'étais concentrée, surtout au personnel, qui criait, qui paniquait, qui disait « Wow, là, c'est un cas d'urgence. Go, go, go. Faut sortir le bébé, faut sortir le bébé. » Tout ce que j'entendais, c'était « le bébé, le bébé. » Quand j'ai ressenti le vide, c'était le vide, mais c'était comme blanc. J'étais plus capable de penser. J'étais plus capable de réfléchir ou de quoi que ce soit. C'était juste... C'est comme si c'était un voile blanc. Je sais pas, j'avais plus d'émotion. J'étais comme, ben, morte. Dans le fond, là, c'est ça, là. Je ressentais plus rien. Puis là, j'ai dit, ça y est. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis je savais qu'Isabelle, elle vivait vraiment quelque chose d'épouvantable. Quand je me suis élevée, c'était mon bébé. C'était mon bébé, mon bébé, mon bébé. Il fallait que je revienne pour mon bébé. Alors oui, c'est Jade qui m'a vraiment me dit on revient, c'est certain, on revient. C'est certain que ce petit bébé-là m'a donné la conviction de revenir. Je pense que c'était même pas une question, c'était tout à fait automatique. Quand j'ai su que le bébé Jade était correct puis Isabelle était correcte, je sais pas. C'est comme si je venais de gagner le million. Moi et ma sœur, les enfants qu'on met au monde, c'est nos enfants, là. Donc, c'était un de mes plus beaux jours de ma vie. Dans le fond, j'ai pas accouché 5 fois, moi j'ai accouché 8 fois. Je suis comme décédée en donnant naissance. Alors, j'ai pas cherché à comprendre ce qui s'est passé. Je voulais juste m'en retourner avec mon petit bébé. Quelques jours après, quand tu fais un retour, parce que ça a été comme naturel, je quitte, je reviens, mon bébé est là. Après, c'est un bébé, il faut que je m'occupe du bébé. J'ai pas le temps de me préoccuper de ce que j'ai vécu. C'était comme le moment présent, c'était remonter la césarienne et de tout ça aussi. Mais oui, j'ai pris conscience que j'ai quitté, je suis revenue. Le lien particulier qui semble unir Isabelle et Maude pourrait-il nous apporter un peu de lumière sur le phénomène de la télépathie? La télépathie, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau physique. Tu peux sentir les douleurs de l'autre, tu peux sentir les contractions, n'importe quoi. Ou il y en a une, elle est à l'hôpital, puis elle se fait piquer, puis sa sœur a dit, coudonc, elle sent la piqûre, puis c'est au moment où elle a été avant de se faire endormir. Fait que ça peut être très physique. C'est beaucoup, beaucoup émotif. Télé, ça veut dire au loin, puis pathie, ça veut dire ressentir. La communication télépathique n'existe pas proprement dit. Donc, on ne peut pas avoir de conversation télépathique. En tout cas, moi, en tant que mentaliste, j'ai jamais vu ça, puis j'ai jamais rien vu de documenté là-dessus. Par contre, ce qui est plus documenté, ce sont des, excusez l'anglicisme, mais des flashs. Donc, des images, par exemple, quand il y a un danger, ça va être un sentiment. Quelqu'un va ressentir le danger que l'autre personne ressent, une douleur. Quand je parle d'image, ça peut être une image claire, là, aussi claire qu'un building ou qu'une plage, là, t'sais. Mais ça va rester des images et non des phrases, des mots. La difficulté pour expliquer ces phénomènes qui ne cadrent pas avec ce qu'on connaît, d'abord, on est très exigeant. C'est-à-dire, on dit toujours, un phénomène extraordinaire, ça me prend des preuves extraordinaires, puis ça me prend aussi une explication qui est solide, que je pourrais valider. C'est ça la difficulté de la télépathie, c'est de trouver une théorie que l'on puisse valider. Dans les années 30, Joseph Ryan, un psychologue américain, a mené quelques recherches en laboratoire sur la télépathie.
Les premières expériences qu'il a fait, c'est avec des cartes Zener. C'est des cartes très simples. C'est un jeu de 25 cartes avec 5 symboles différents. Un cercle, un plus, des petites vagues, un carré, une étoile. Et ça se répète comme ça 5 fois. Et avec ça, on peut faire... Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des calculs. Et on peut calculer des probabilités parce que là, il y a une chance sur 5 que ça soit dû au hasard si, par exemple, j'essaie de transmettre une carte. Les résultats qu'il obtenait, c'était pas très fort parce que c'est une expérience qui devient très vite ennuyeuse. C'est pas comme ça que la télépathie se passe dans la vraie vie, là. Et lui-même, Rand, au départ, n'était pas très rigoureux. Donc, il faisait ça avec un sujet qui était juste en face de lui. Donc, il pouvait inconsciemment transmettre des signes corporels sans le vouloir. En plus, on mêlait les cartes à la main, donc le hasard, c'était pas vraiment bien distribué. Dans tous les cas qui ont été documentés, particulièrement chez les jumeaux, où là, c'est plus important peut-être que n'importe où ailleurs, les gens ne lisent pas la pensée de l'autre. Ce sont vraiment des impressions. J'ai pas trouvé personne qui était capable de mettre le mot exact ou la technique exacte ou l'onde cérébrale. Il n'y a rien qui explique vraiment ce que c'est, à part peut-être une intuition très forte. Plusieurs personnes affirment avoir été conscientes du moment précis où un de leurs proches est décédé. Ils peuvent avoir pressenti la mort de différentes façons, que ce soit en rêve ou éveillé. Cette expérience, Pauline Tousignan affirme l'avoir vécue de façon intense lorsque son fils est décédé d'un accident de voiture. Sylvain aurait 43 ans aujourd'hui. Ce serait un beau grand garçon. 3 jours avant le décès de Sylvain, Sylvain voulait me voir parce qu'il venait d'avoir son auto. Il avait 18 ans. Moi, le fait qu'il y ait eu une voiture, ça m'avait beaucoup inquiétée. J'avais ce pressentiment que s'il allait avoir sa voiture, je voulais pas le projeter, ça. Mais c'était en moi, c'était plus fort que moi. Une crainte. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais été invitée dans une conférence avec un ami d'enfance. À un moment donné, durant la conférence, je me suis sentie mal, comme j'étouffais. Je manquais d'air. J'ai voulu dire à mon ami, j'ai quelque chose, mais j'arrivais pas à parler, puis je le brassais un peu. Il me dit, qu'est-ce que t'as? J'étouffais et j'étouffais. C'était terrible. Je croyais que j'allais mourir. Après s'être effondrée au sol, Pauline Tousignan reprend peu à peu ses esprits. Quand je suis arrivée à la maison, peut-être, je sais pas, 1 heure plus tard, j'ai eu un téléphone. Et c'était... je me souviens pas si c'était une de mes filles qui m'appelait pour me dire que Sylvain était décédé. Et j'ai crié. J'ai crié tellement fort, j'ai fermé la ligne. Après, on m'a rappelé. Et là, on m'a dit que Sylvain avait dérapé, était avec un ami. Il était 2 dans la voiture. Il a dérapé, il y avait une petite rivière et puis l'auto a coulé dans la rivière et lui, sa jambe droite était prise dans la roue de conduite. Alors, il ne pouvait pas s'en sortir. L'eau montait, montait, montait. La douleur soudaine à la jambe, les difficultés respiratoires, tout devient clair pour Pauline Tousignan. J'ai compris que ce que j'avais vécu dans cette salle, c'était la mort de mon fils. Ça m'a prouvé le lien qui était avec Sylvain, qui était très fort. Et puis, c'était comme... il voulait pas que je l'oublie. Je gardais cette douleur avec moi. Et puis, tranquillement, plus tard, j'ai commencé à lui demander de me libérer
que je l'oublierai jamais. Parce qu'on n'oublie jamais son enfant. Certaines personnes appellent ce type d'expérience vécue par Pauline Tousignan synchronicité, soit une coïncidence signifiante. Tout le monde peut vivre la télépathie à différents niveaux, puis tout le monde la vit. T'as quelqu'un qui te veut du bien, ben, t'as sa chaleur qui vient à toi, ben, tu le reçois. Que tu en sois conscient ou pas conscient, tu le vis. Il y a quelque chose de fascinant dans le fait que deux individus soient parfaitement identiques sur le plan physique, à un point tel qu'on a tendance à leur associer la même similarité sur le plan intellectuel. Quand je regarde mes amis avec leurs frères et leurs sœurs, c'est pas du tout la même relation. Moi et Isabelle, c'est comme une fusion. C'est comme si elle comprend automatiquement ce que je vis ou nos peines ou quoi que ce soit. C'est sans le savoir. Souvent, on est porté, puis on a notre langage, puis des fois, on se rend pas compte, mais on exclut les autres. Donc, des fois, c'est difficile d'avoir des amis, parce que ma sœur me comble, juste ma sœur me comble complètement. Ouais, tu faudrait ça goûter à tata. Je pense que je vais les inviter. C'était des enfants qui pleuraient très peu. Ils étaient toujours de bonne humeur. Il y avait toujours quelqu'un, peut-être pour leur petite peine. Bien, il y avait toujours l'autre à côté qui était là pour combler le petit vide qu'ils avaient. Depuis leur plus jeune âge, Isabelle et Maude Bouchard sont liées par un mystérieux phénomène télépathique. La force de ce lien s'accroît avec l'intensité des émotions vécues par les sœurs jumelles. Bien, je croyais que tous les jumeaux étaient pareils. Sauf qu'on a réalisé qu'il y a tellement de choses qui se sont produites avec les filles. La façon de penser, la façon d'agir, la réaction de une qu'elle peut avoir par rapport à l'autre. On ne sait pas si c'est de la télépathie, je ne sais pas si c'est parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Je me suis dit, ça se peut pas que tous les jumeaux soient comme ça. C'est une connexion qui est vraiment très, très, très forte. Après le difficile accouchement d'Isabelle, les contacts télépathiques entre les deux jumelles, plutôt que de s'estomper, se renforcent et se manifestent à tous les jours. Les exemples de synchronicité entre les deux femmes sont nombreux et parfois étonnants. Isabelle était à Mont-Laurier et moi, j'étais ici dans la région de l'Outaouais et je vais aller acheter des couches. Donc, c'est en passant devant une vitrine, j'ai vu cette statuette-là, puis elle m'a attirée. Donc, je me suis arrêtée et ça m'a dit « Tu dois l'acheter pour Isabelle. Isabelle, elle en a besoin, ça va lui faire tellement du bien. » Donc, je suis rentrée et j'ai acheté la statuette. Je savais pas pourquoi, mais ça me disait « Achète la statuette. » J'étais à la maison, tranquille, et j'écoutais un reportage. C'était l'histoire d'une femme qui, par des conditions atroces, inhumaines, par des soldats de l'Afrique, elle a perdu son mari. Son mari a été décapité devant elle et devant ses enfants. Dans le temps, j'enseignais Amnesty International et les droits de la personne auprès de mes élèves et tout ça. J'étais vraiment là-dedans. Quand j'ai fermé ça, j'étais un peu en colère, un peu envers l'humanité, même si je suis consciente de ce qui se passe, les injustices dans le monde. Ça m'avait troublée. Et ça m'a ébranlée en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'en l'an 2000, il y a encore des choses comme ça qui se passent. Quand je suis déménagée dans ma nouvelle maison, ma sœur, on aime beaucoup les cadeaux, la décoration. Elle m'est arrivée avec un cadeau. Elle me dit, Isabelle, quand j'ai vu ça, ça me disait, faut que je te l'achète, je te l'offre. Ça faisait quelques semaines là, que j'étais troublée. Là. Et elle m'offre une statuette. Et la statuette, c'était une Africaine avec 3 enfants autour d'elle et 2 bébés dans le dos. Elle n'était pas du tout au courant de ce que moi je vivais en ce moment. Et quand je l'ai vue, j'ai eu un choc au cœur. Je dis, Maude,
le plus beau cadeau, c'est la naissance de mes enfants, mais ensuite, dans ma vie, c'est vraiment ce cadeau. Au printemps 2009, Maude Bouchard doit subir une chirurgie mineure au niveau de l'abdomen. Ça a commencé le matin à 7h30. Donc, je devais être sortie vers 11h. Ma mère devait venir me chercher. Donc, en fin de compte, ma mère m'a dit qu'elle est venue me chercher plus vers les 5h30, beaucoup plus tard. Je réussissais pas à me lever et pouvoir quitter. Donc, c'est ça. Quand enfin, après 3 tentatives, j'ai réussi à sortir, je suis allée chez mes parents. Ma mère elle m'avait dit « Viens te reposer un 24 heures à la maison, ça va être plus raisonnable. » Quand je me suis étendue dans le lit, là, j'ai mis mes mains et j'ai commencé à sentir du sang. Je me disais « Ça doit être normal, on m'a dit que ça se peut qu'il y ait un petit peu de sang. » Puis là, à un moment donné, je viens pour m'assoupir et là, dans ma tête, ça me dit « Maude, lève-toi. Tu dois aller à la salle de bain. Là. » Alors là, dans la soirée, sur l'heure du souper, j'ai des nausées, difficulté à manger. Et là, je dis à mon conjoint, je vais aller prendre un bain. Bon, on va aller prendre un bain, on va aller relaxer. Je me sens pas bien, puis tout ça. Maude Bouchard perd beaucoup de sang. Elle s'affaiblit considérablement, ne pouvant à peine parler et marcher. Isabelle, de son côté, ressent elle aussi de fortes douleurs au ventre. Alors, ça a été très flagrant. Un peu comme les accouchements, aussi intenses, aussi forts que physiquement. Alors, à distance, moi aussi, là, j'ai perdu connaissance au même moment qu'elle. Face à ce nouvel événement dramatique, Maude et Isabelle Bouchard sont à nouveau liées par la douleur, de façon inexplicable et mystérieuse. Le lien télépathique qui unit les jumelles Bouchard ne se dément pas, bien au contraire. C'est ensemble qu'Isabelle et Maude affrontent à nouveau la maladie, unies dans la douleur. Alors là, c'est le téléphone. C'est mon père qui appelle, qui m'a fait ramener à moi. Alors là, j'ai pris le téléphone et mon père me dit « Isabelle, Maude, tombée sur la connaissance, on l'a appelé 911, les ambulanciers arrivent, on l'amène d'urgence, elle est en hémorragie, le sang, et ça va pas bien. » Alors là, mon copain, j'essaie de descendre les marches, mais là, je suis étourdie, là, parce que je vis ce qu'elle vit. Alors, je me suis rendue à l'hôpital et tout ça. C'est sûr que je n'ai pas attendu. Je suis arrivée à temps à l'hôpital parce qu'on m'a dit que j'avais vraiment... j'ai failli mourir, j'ai vraiment frôlé la mort. Mes parents avaient intervenu très rapidement. Une chance, sinon, c'est ça, je serais plus ici. C'est au tour de Maude Bouchard de se retrouver sur la table d'opération. Son état est grave et inspire beaucoup de crainte. Ce qui est arrivé, c'est que ma plaie à l'intérieur de mon ventre, qui est à peu près peut-être longue comme ça, il n'y a plus rien qui avait tenu, donc c'était tout ouvert, donc je perdais mon sang. Donc c'est ça. J'étais en train de me vider de mon sang, même si je saignais un petit peu de l'extérieur quand même beaucoup, mais je saignais beaucoup de l'intérieur. J'étais en hémorragie. On est vraiment toujours l'une là pour l'autre. Quand elle était sur la table d'opération, c'est comme si j'ai pris également le fardeau de dire je vais me battre aussi pour elle. C'est comme si moi, je sentais que je pouvais faire une différence aussi. C'est aussi fort que ça. Je lui parlais à distance, puis tout ça. Là, je la rassurais, tout ça. Là, c'est très spécial parce que quand on regarde ma moitié, je sais que c'est pas ma moitié, mais c'est en quelque sorte un petit peu ça, là, ma jumelle. Quand elle est malade, je suis autant malade qu'elle. Et c'est quand que là, il a commencé à avoir, ben là, elle a eu naturellement des transfusions sanguines parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Et là, elle a commencé à remonter. Là, j'ai commencé à mieux aller.
Même la veille, là, puis tout ça, je savais que je devais pas aller me faire opérer. Je savais que ça tournerait mal. Donc, le matin, avant de partir, j'ai dit à mon mari, s'il m'arrive quelque chose, assure-toi toujours que les enfants sont habillés chaudement. Mon mari dit, bien voyons donc. Mais en m'en allant seule dans la voiture, ça me le disait, vas-y pas. Mais je suis allée pareil. Donc, quand je me suis ramassée aux soins intensifs, j'ai dit à ma soeur, je le savais, mais je l'aurais fait pareil. J'ai jamais senti, moi, que je l'aurais perdue. Quand j'attendais, j'avais pas eu ce sentiment que je la perdais. Alors, j'osais pas rassurer mes parents parce que je me disais, ça, c'est un feeling que j'ai, je veux pas non plus leur donner faux espoir, mais on était quand même positifs, mais je vivais également ces souffrances qu'elle vivait en ce moment, mais je savais que elle était avec moi encore, puis elle resterait. Puis elle était battante parce qu'elle est là maintenant. C'est quelque chose qu'ils vont vivre jusqu'à leur mort. Je l'ai réalisé quand Maude elle a vécu son expérience de cet été, où elle a passé très près de partir, comme Isabelle l'a déjà vécu aussi. Alors, c'est pour ça que ça a été tellement intense pour les deux de vivre cette situation-là. Puis je pense qu'ils ont réalisé que jusqu'à la fin, s'il y en a une des deux qui part avant l'autre, l'autre ne sait pas de quelle façon elle va réagir. Puis il y en a une même qui disait, je ne sais pas si je vais être capable de continuer à vivre. Aujourd'hui, Maude est complètement rétablie. Les jumelles Bouchard vivent à nouveau une vie paisible, ponctuée par de nombreuses communications télépathiques. De nos jours, comme il y a de moins en moins de recherches sur la télépathie ou sur la parapsychologie en général, on n'est pas prêt d'avoir une réponse scientifique à qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Et on sait qu'en télépathie, comme dans le paranormal en général, ça arrive quand ça arrive. On ne peut pas le commander. Donc, on n'est pas prêt d'avoir de réponse. C'est pas comme un médicament qu'on fait des tests et s'il fonctionne 9 fois sur 10, on le met sur le marché. Ça, on ne le sait pas quand ça va fonctionner. La télépathie, c'est tellement naturel, sentir l'autre, percevoir l'autre, mais c'est vraiment pas uniquement au niveau de la pensée. Il y a un niveau émotif là-dedans, il y a un niveau de concentration, d'intention qui est pas uniquement la pensée. Dans le fond, c'est ça, c'est de ressentir les peines, les joies, les colères aussi. Des fois, juste un regard, là j'ai tout compris. Donc, c'est au niveau aussi, c'est ça, c'est... Depuis qu'on est tout petite, c'est en nous, puis je pense qu'on va mourir avec la télépathie. Je suis certaine que quand ma soeur va quitter, ça sera pas très long que je vais quitter. Je suis certaine. Outre leur étonnante capacité à ressentir les émotions de l'autre, Isabelle et Maude Bouchard sont animées par un besoin de se protéger l'une et l'autre, un peu comme un instinct de survie bicéphale. Il y a des fois, par exemple, si moi je suis plus vulnérable, Isabelle, elle a pas le choix, elle devient le phare et elle devient la lumière, puis elle se doit d'être forte pour les deux. Puis il y a des fois des périodes de ma vie où si Isabelle est plus faible, ben moi, j'ai pas le choix, elle me passe le flambeau et je dois être forte. La vie au quotidien apporte son lot de déceptions et de peines. La situation conjugale d'Isabelle l'amène à s'isoler. Dans ce contexte plus difficile, le lien télépathique entre les jumelles sera encore une fois mis à l'épreuve. C'est certain que le premier accouchement de la naissance de mes enfants, c'était ce qui a été le plus difficile. Ensuite, naturellement, c'était une séparation après 12 ans de mariage et tout ça, mon divorce. Ça a été une période où je suis tombée. Et c'était une période beaucoup de deuil. Isabelle, bon, elle était complètement démolie. Donc, c'est là que Isabelle était démolie. Moi, je devais prendre le flambeau et être forte. Mais je venais d'accoucher de mon 5e. J'avais recommencé à travailler temps plein. Donc, il fallait être forte là, pour les deux, mais c'était difficile. Isabelle Bouchard traverse des moments sombres de sa vie. La solitude lui pèse. Elle a l'impression que le lien télépathique qui l'unit à sa sœur Maude n'est plus aussi fort. Qu'adviendra-t-il de ce lien particulier qui unit les sœurs jumelles ?
Isabelle et Maude Bouchard ont traversé des épreuves difficiles, mais elles ont toujours puisé force et énergie dans leur relation symbiotique. Aujourd'hui, Isabelle traverse des moments difficiles qui l'amènent à s'isoler. Ça a été une période où je suis tombée et je me suis relevée. Rapidement, mais quand même. Et Maude, elle devait sentir comment je me sentais. Et c'était difficile. Je devais vivre toute seule, ça. Là. Je parlais beaucoup à ma mère, j'avais une amie, mais je devais me relever de changement de vie, tout ça. Mais Maude n'était pas au courant. Je l'avais pas appelée, tout ça. Et ma mère, elle respectait le fait que je lui en parlais puis que je voulais ça juste nous deux. Isabelle vivait une période difficile et je sais pas, peut-être qu'elle voulait pas l'admettre, mais elle me repoussait. Mais moi, je la ressentais. Donc, elle devait faire quelque chose, elle devait, puis peut-être qu'elle niait la situation. Non, mais tu te rappelles, dans le temps, il y a là, ça serait le fun, dans le fond. Les gars, Les émotions ont toujours favorisé et amplifié le lien télépathique qui unit Isabelle et Maude Bouchard. Après la période sombre traversée par Isabelle, les temps plus heureux se profilent à l'horizon. La sensibilité extrasensorielle des sœurs jumelles s'en trouve renforcée. Marc, mon conjoint, c'est spécial parce que je l'ai rencontré, je l'ai reconnu à travers mes yeux, à travers ses yeux, puis c'était sûrement le bon. C'est drôle parce que souvent, on fait la grande présentation au père, là, tu sais. Puis là, moi, c'est la grande présentation à ma sœur. Et c'est drôle parce que quand elle le vit, elle lui a parlé, puis tout ça. Et elle me fait un clin d'œil, puis elle me dit « C'est le bon ». En voulant dire, à me donner une approbation. Je suis partie à rire, mais moi, on est capable de prendre mes yeux, de prendre mon regard, de dire « Je comprends. Je te comprends. C'est vrai, ce que tu vois, je te comprends. » On a élaboré plusieurs hypothèses pour expliquer le phénomène de la communication télépathique chez les jumeaux. Par exemple, le partage d'un même bagage génétique. Comme les recherches sur la télépathie sont de moins en moins fréquentes, c'est sûr qu'on n'est pas prêt aujourd'hui de trouver une réponse à qu'est-ce que la télépathie. Il faut comprendre que scientifiquement parlant, quand on veut prouver un phénomène, il faut être capable de reproduire ce phénomène-là encore et encore. Et on sait qu'en télépathie, comme en paranormal en général, ça arrive quand ça arrive. On ne peut pas le commander. On s'aperçoit qu'on vit quotidiennement énormément d'expériences de télépathie. Il y a plein de télépathie où j'arrive près de quelqu'un, puis la personne, on sent à l'intérieur qu'elle se sent pas bien, ou le climat, que ça passe très bien. C'est de la télépathie aussi. Télé, c'est ressentir, c'est à tous les niveaux, la télépathie. La télépathie, c'est au niveau du langage, mais aussi des émotions. J'avais jamais pris conscience qu'on faisait de la télépathie. C'est tellement normal pour nous. Moi, je vais voir ton char-bois à l'appartement quand je restais avec toi, là, tu te rappelles? C'est aussi fort que ça. Et je ne peux pas me visualiser sans une sœur. Comme les gens qui n'ont pas de frères jumeaux, pas de sœurs jumelles, je me dis comment ils font. C'est indescriptible pour moi. Je me dis, ils vont mourir sans cette partie-là. Autant moi, je peux pas... C'est impensable pour moi de penser qu'il y a quelqu'un qui peut naître seul. Ah, elle a des airs de qui, là? Liane. Et ils ont réalisé qu'effectivement, ils ont quelque chose que même eux, ils ont de la difficulté à expliquer, mais qui sont vraiment connectés. Et plus ça va, plus ils le sont connectés. Qu'un jour, tu ailles vivre en Toscane, puis que je sois ici, la distance, ça change pas rien. Rien. Oui. Pas du tout. Parce que même, on n'a même pas à s'appeler que je peux quand même sentir ce qu'elle peut vivre ou quoi que ce soit. Alors, la distance, ça n'empêche pas notre relation. Non. Je vais l'appeler, je vais dire, je vais me coucher. On se retrouve dans nos rêves. Alors, on se retrouvera dans nos rêves.